Salut les devins, c'est Saikyo et bienvenue dans ma review de l'épisode numéro 5 du nouvel animé Dragon Ball Daima. Un pur bonbon vient de nous être délivré, je vois certaines personnes se plaindre du rythme. Je tiens à rappeler tout de même que la patience est considérée comme la mère de toutes les vertus et qu'au bout de 5 épisodes, on ne peut pas dire que cela requiert une patience si colossale que cela. Pour rappel, le 5e épisode de l'animé original Dragon Ball avait pour pic un combat totalement humoristique de Son Goku petit encore habillé en espèce de bleu-violet face à Yamcha. Le 5e de Dragon Ball Z était un épisode costaud mais évidemment peu avancé dans l'histoire, le sacrifice de Son Goku face à Raditz sous le Macaco Sampo de Piccolo. Tandis que dans Dragon Ball Z Kai, Goku était encore en train de courir sur la route du serpent pour rejoindre Kaio et Piccolo entraînait Gohan. Pour Super, c'est pire, c'était une redite du film Dragon Ball Z Battle of Gods qui a valu une sacrée réputation à toute la série, le fameux Goku SCJ3 notamment face à Beerus qui était dégueulasse. Dans Dragon Ball GT, ce n'était pas une merveille non plus. Cela dit, il y avait tout de même la première transformation en Super Saiyan de Son Goku, au 5e, tout comme Dragon Ball Daima. Est-ce que cela a été fait et choisi en correspondance? Est-ce que c'est le pur fruit du hasard? Ça reste tout de même sympathique à dénoter. L'épisode numéro 5 de Daima avait pour titre sur certaines plateformes Froussard, mais allez savoir pourquoi, car en japonais il s'appelait Panzi, le nom du personnage que l'on a réellement et formellement découvert ici. J'ai trouvé la proposition visuelle au-dessus des deux précédents, au-dessus du 3 et 4, et pas que pour le combat avec Son Goku Super Saiyan. Vraiment sur l'ensemble, c'était surtout beaucoup plus régulier. Sur le plan sonore, cette série s'assume de plus en plus. J'aime beaucoup les doublages. Alors, on a discuté du cas Masako Nozawa, Son Goku, on s'est compris, on va pas le répéter à chaque fois, mais j'aime beaucoup les nouveaux doublages, notamment pour les nouveaux personnages comme Goma, Panzi, Glorio. Ils sont tous très bons dans leur rôle, le prennent à cœur et sont pertinents là-dedans, contrairement à Carmine Magenta. Dans le film Dragon Ball Super Super Hero, j'avais trouvé ça à côté de la plaque. Côté musical, c'est un peu mieux, ça s'affirme un petit peu plus, c'est principalement à base de reprise des accords de l'opening, le fameux Jakajan. C'est bien de le faire, mais il faut faire attention au dosage. Je ne vais pas m'improviser expert musical symphonique ou autre, mais j'ai eu l'impression d'avoir des sonorités jouées à la harpe, avec quelques plans qui nous montraient l'exploration de la team Goku, Panzi, Glorio, Shin, et ça m'a à la fois touché ainsi que marqué, et évidemment rappelé toute cette ambiance JRPG. Ça transpire du début à la fin de l'épisode, tout comme pour le précédent, ainsi que les références à Star Wars. Là où Glorio ressemble à un Han Solo, Panzi reprend quelques éléments de la princesse Leia vu qu'elle-même est une princesse. On explore, on découvre des lieux dans ce 3e monde du royaume des démons qui est le plus vaste de tous. Cela est une indication concernant le scénario. En transitant de monde à l'autre, l'exploration sera réduite. On a commencé à comprendre via l'intronisation du Super Saiyan dans cet épisode que l'on transitait d'une phase Dragon Ballesque à une nouvelle phase plutôt Dragon Ball Z-esque, bien que la base en manga porte le même nom, mais l'on se comprend en prenant un référentiel animé. Le tout se fait évidemment en douceur, il n'y a pas une scission folle, bien heureusement. Se pose évidemment la question de combien de temps d'épisodes durera cette série. Alors je me doute que je vais me confronter au même type de réponse en commentaire, mais je vous prie de me croire sur parole lorsque je vous dis qu'il n'a jamais été annoncé de nombre d'épisodes officiellement. Même si quelqu'un a écrit officiel, même s'il a mis un logo qui avait l'air officiel ou quoi que ce soit, la fameuse information concernant 20 épisodes nous provenait d'un leak, d'une fuite d'informations. Ça sera peut-être ça officiellement, ça ne le sera peut-être pas. La seule chose que je dis, c'est qu'il faudra attendre confirmation, annonce officielle. Au-delà de ces fuites, on peut se constituer un faisceau d'indices. Quant au nombre d'épisodes, on avait Monsieur Castaneda, haut placé de Toei Animation mais d'Amérique latine et non Japon, de mémoire auprès des journalistes du site IGN, que cette série tiendrait sur une 20aine d'épisodes. C'est l'information la plus proche de l'officiel que l'on ait. C'est une source de confiance, mais faisons attention. On se rappelle du gars de Bandai Namco Amérique qui nous avait dit que Tao Pai Pai ou encore plusieurs éléments de l'armée du ruban rouge dans les prémices de Dragon Ball seraient inclus dans Dragon Ball Sparking Zero le jeu et que l'on pourrait les confronter à Jiren par exemple. Et si on peut se poser la question, c'est évidemment car cette série, bien que l'on ne soit qu'à 5 épisodes, elle semble prendre son temps. Ce qui est plutôt une bonne chose pour le fond, pour le récit, pour s'attacher au personnage, pour que tout ne soit pas servi de manière succincte et sans saveur. Ça nous plonge également au cœur de ce royaume des démons, ça exalte nos sens, mais qu'en est-il de tout le reste de l'histoire à développer? Si cette série devait tenir en 20 épisodes, comment boucler toute une intrigue autour des 3 Tamagami, de Neba le Namek, de ses interactions avec Dende et Piccolo, de Goma, des 2 autres rois que l'on n'a pas encore découvert des 2 autres mondes, de l'exploration de ces derniers, même s'ils sont
plus petits, on devrait quand même les voir un minimum. L'explication du lore concernant les Glint, donc les Kaioshin par exemple, les moments forts pour le reste de la Z-Team, on sait que Piccolo et Vegeta se battront par exemple, l'exploitation du nouveau dragon d'Odorussi, celui du royaume des démons, ramener toute la bande à leur état d'origine. S'il reste 15 épisodes pour faire tout cela et bien plus encore, on peut s'inquiéter sur le fait que la suite sera bâclée, mais ça serait quand même bizarre de prendre 5 épisodes sur lesquels on est vraiment large sur la manière de présenter la proposition et après tout s'enchaînerait sans avoir le temps de discuter. Il faut donc espérer que la série ne fasse pas cette erreur-là et se poser les bonnes questions concernant le nombre d'épisodes qui seraient nécessaires pour venir à bout de telles histoires, de telles aventures. Tel que l'a dit Akio Yoku, nous sommes dans l'année des 40 ans de Dragon Ball. Ont-ils d'autres annonces dans leur chapeau à nous faire concernant une forme ou l'autre d'extension à Daima? Ce serait vraiment intéressant et vous pouvez compter sur moi pour vous informer au moindre mouvement. L'épisode s'ouvre sur la rencontre Pansy et le reste de sa future équipe. Pour reconnecter avec l'aspect visuel, je trouve qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont apportés à ce personnage-là pour qu'elle ait l'air, en quelque sorte, vivante. Ses expressions de visage, les détails d'animation sur ses cheveux. Elle est vraiment expressive sans en faire trop. Elle demande donc à Goku comment il fait pour être si fort alors qu'il est tout petit et il lui répondra qu'il a suivi un entraînement. Terme avec lequel elle n'est pas du tout familière, c'est quand même étrange vu que lorsqu'elle rejoindra son lieu d'origine, le palais du roi Kadan, on verra qu'il y a d'autres Majin, d'autres démons, peu importe, qui sont en train comme de s'entraîner. Il y a des guerriers qui semblent s'adonner à une forme d'entraînement, quelque chose qui s'y apparente. Est-ce que c'est connu sous un autre nom? Est-ce qu'elle est tellement déconnectée qu'elle ne comprend pas, qu'elle ne connaît pas? On a compris que les Majin du 3e monde des démons ont un rythme de vie différent. Pansy a 82 ans, et ils vivent à peu près 1000 ans. Et elle nous a fait comprendre que dans le 3e monde, c'était visiblement les vies les plus courtes du royaume des démons. Goku s'en étonnera en lui disant « mais c'est bien plus que suffisant ». Et elle trouve que c'est peu relativement aux autres mondes, donc ils peuvent monter à bien plus que ça, soutenant la longévité d'un Glint, comme Shin. Elle le reconnaîtra d'ailleurs. Elle lui dira « tu es un Glint du 2e monde ». Elle a donc une forme de connaissance, une forme de culture. Elle est la princesse, mais en même temps elle est d'un très jeune âge. Qu'elle ne soit pas initiée à la notion d'entraînement me paraît étrange. M'a tout de même rappelé le cas de Moro, qui ne s'est jamais entraîné, qui a les oreilles pointues. Beaucoup de monde théorise sur le fait qu'il serait un démon. À vrai dire, je pense qu'on est très proche de la représentation que l'on s'en fait, bien que cet épisode nous a montré qu'il y a de tout au royaume des démons, même des êtres très doux. On remarquera que Pansy n'est pas familière avec la dénomination de Saiyan, Saiyajin. Lorsque Goku se présentera ainsi, ça ne lui dit rien. De par son niveau de culture, à cette petite Pansy, les Saiyans ne semblent pas être originaires du royaume des démons. Il y a de nombreuses théories à ce sujet, c'est pour cela que lorsque j'ai traité du Kayamoshi, j'ai pris le soin de ne pas prendre cette direction-là. Elle me paraît trop poussée. Après tout, si tout le monde vient du royaume des démons, à quoi sert le monde extérieur? Par contre, qu'il y ait eu une forme d'influence, d'impact d'un personnage magique ou démoniaque sur les Saiyans au cours de leur évolution, ça c'est possible. Et ça me paraît très pertinent vis-à-vis de l'Ozaru, de ces mutations génétiques que connaissent les Saiyans. Univers 6, on nous avait expliqué qu'ils ont perdu leur queue au fil du temps et les Saiyans Univers 6 sont d'ailleurs très gentils, au point tel d'être devenus comme des gardiens de la paix dans leur propre univers. Glorio sera méfiant, quelque peu défiant vis-à-vis de Pansy, alors que Shin et Goku sont vraiment enclins à l'accueillir dans leur groupe. Après tout, on fait confiance à Glorio qui sort de nulle part, pourquoi pas Pansy? Elle a déjà démontré de son bon cœur. Elle a tenté de défendre des peuples opprimés. Qu'a prouvé Glorio jusqu'à présent? Pas grand-chose, si ce n'est qu'il a pris soin de notre mini Z-Team en comité réduit. Il leur a fourni gîte et logis. Tout ce beau monde se rend donc au château. J'ai trouvé intéressant la manière plutôt naturelle avec laquelle Pansy va rejoindre ce groupe. Ayant montré patte blanche sans le vouloir, elle est directement accueillie et Glorio n'a pas son mot à dire. On a également appris des choses sur Goma et son prédécesseur Dabura, roi du Daimakai, le grand royaume des démons. Goma est extrêmement sévère, mais Dabura était également implacable. Certes, il leur menait une vie plus facile, mais il n'était a priori pas le doux roi que certains pouvaient espérer. Je ne dis pas ça pour vous narguer, cette théorie pouvait se tenir. Un Dabura qui était vraiment vil et méchant dans le monde extérieur, manipulé par Babidi en mode Majin, et qui était plus doux dans le royaume des démons, ça me paraissait logique. Après, il ne fallait pas non plus se laisser berner par le filler de l'animé DBZ dans lequel Dabura finit au paradis. Ça pouvait être une idée reprise dans Daima, ça me paraissait tout de même un petit peu brut de décoffrage. Je pense qu'il y a un juste équilibre pouvant se tenir avec un Dabura moins sévère dans le royaume des démons, mais quand même ancré dans des postures assez rudes et une vie pas si facile que ça. Mais Goma outrepasse les limites de l'éthique et ne se prive pas d'aspirer de la vie. Toute cette histoire de vie aspirée me fait penser à l'eau
dans Sandland. Après tout, l'eau c'est la vie, et dans 20-30 ans il n'y en aura plus. Peut-être qu'on est déjà au bout de 20-30 ans d'ailleurs. Mais en fait, on a des deux côtés un roi, qu'il soit le roi des démons ou le roi de la terre, dans Sandland, qui depuis son petit palais a droit de vie et de mort sur chacun, va ponctionner de l'eau, s'en fait des réserves. C'est à peu près le même récit avec Daima, et elle permet de payer un certain tribut, des taxes, des dettes, et que l'on nous prive directement d'années de vie ou bien d'eau, à vrai dire c'est tout aussi grave. Au bout de quelques jours sans eau, on meurt. À force d'enlever des années de vie à une personne, elle meurt. Ça revient au même. Je trouve intéressant ces parallèles dans le scénario, tous deux conçus par Akira Toriyama. Son Goku est désormais recherché par la milice de Goma. Je pense que cela remontera à ses oreilles tôt ou tard. Peut-être que la milice va tenter de le trouver avant d'en référer à Goma, mais elle ne devrait pas tarder non plus à faire son rapport. On pourra sourire face à Pansy qui dispose d'un onigiri. On a pu sourire face au burger précédemment. Mais bon, ça ce sont les types d'éléments que l'on peut reprocher à tout type d'œuvre, sauf certaines qui sont extrêmement poussées, mais ce n'est pas le même type de public. C'est un peu pareil pour l'intégralité du multivers, ainsi que le royaume des démons qui parle japonais. C'est comme se balader dans le MCU et avoir tout le monde qui parle anglais, à quelques exceptions près. Les Namek qui ont leur langage, idem avec certains humanoïdes dans le MCU, etc. On reste sur une œuvre grand public, et ici pour Dragon Ball avec une connotation jeune public. Ça n'a pas changé depuis 1984 jusqu'à aujourd'hui. Goku rigolera du nom Pansy ou Panji qui vient de la fleur pensée en français, tandis que Glorio, lui, vient de la fleur Gloriosa. Pour Gloriosa, elle peut être parfois surnommée fleur de flamme, et on a vu Glorio être associé à cette thématique-là, notamment dans son combat face à l'espèce de poisson durant les aventures précédentes, tandis que Pansy pensée est souvent associée à des idées de réflexion et de mémoire. Elle symbolise aussi d'autres concepts, comme assez proches d'ailleurs, comme le souvenir et la réflexion, dans plusieurs cultures, y compris au Japon. Elle rigolera en retour de Son Goku, et lui dira qu'il s'appelle aussi Kakaroto. Laissez-moi vous dire que l'entendre être dit, même si c'est par une Masako Nozawa vieillissante, ça m'a touché, ça m'a beaucoup touché, ça m'a réellement fait quelque chose au cœur. Et avoir un Goku enfant, mais en réalité adulte, qui dit haut et fort, je m'appelle aussi Kakaroto, avant même le film DBS Broly, en réalité dans la chronologie, eh bien ça m'a fait quelque chose. Ça a résonné à de multiples égards. Je ne pense pas être le seul, vous m'en ferez note en zone commentaire, je l'espère. On n'a pas été insistant là-dessus, ça a été dans le flux naturel de la discussion, on n'a pas mis d'emphase énorme comme dans DBS Broly. Et en vient ensuite la référence à la magie. Encore une fois, on distingue ce ki et cette magie. Bien que Goku semble pouvoir ressentir la magie sous forme de ki, on verra à quel degré, à quel niveau peut se situer la frontière entre les deux s'il y en a une. En tout cas, Pansy nous explique le fait que chaque Majin, être magique, possède de certaines capacités magiques, à minimum une. On se rend compte qu'en 82 ans, elle n'en a pas développé énormément et elle fait une forme de télékinésie, un peu comme si elle utilisait la force dans Star Wars. Les références sont immenses à Star Wars, dont Akira Toriyama était un énorme fan, dont il avait proposé bien avant Dr. Slump et Dragon Ball un manga parodique, avec dès l'époque son humour que l'on lui connaît bien. Faire léviter cette pierre sera donc difficile pour Pansy, mais nous montre à quel point ce personnage peut être prometteur. Je pense qu'on aura droit à cette fameuse jeunesse, ces jeunes personnages qui évoluent grâce à certains pouvoirs de l'amitié, du courage, de l'amour et de tout ce qu'on souhaite. Shin, exceptionnel. C'est pas lui qui me pousse à regarder la série, mais ses apparitions, ses discussions, ses dialogues sont millimétrés. Le Kaioshin de l'univers 7 gère vraiment. Beerus devrait s'en inspirer, parce que vraiment on est aux totales antipodes avec ces deux personnages, et c'est ça qui en fait aussi le sel. Mais du coup, Shin ne lâche rien, aucun indice, tout en restant très ouvert, très amical. Il ne dira rien sur Degesu, il dira pas oui c'est mon frère lorsque Pansy remarquera qu'il est également un Glind. J'ai l'impression, et encore une fois je cherche même pas à vous narguer, mais ce fameux vrai Goku là qu'on essaie de nous vendre depuis le début de Daima, j'ai l'impression que toutes les vidéos YouTube s'appellent comme ça à chaque épisode, le retour du vrai Goku. Comme je vous ai dit, faux, hein. Vous l'avez vu avec Goku qui essaie de faire la magie en pointant le bout de sa langue sur son nez, hein. Si c'est ça le vrai Goku, il y a Goku et puis c'est tout. Ça pourrait presque être le mot de passe de fin de vidéo. Et il y a des adaptations en fonction de l'œuvre et de son apparence, de son état dans lequel on le retrouve, de ses transformations. Ça dépend évidemment de l'implication de Toriyama sur le personnage, ou du moins sur l'écriture de l'œuvre en général. Je reste donc dans ma lignée pure. Il n'y a pas de Goku bien différent entre Dragon Ball, Z, GT, Super, Daima. Il y a un Goku certes avec différentes tonalités, avec certains aspects qui sont plus ou moins appuyés de sa personnalité. Ça reste Goku foncièrement. Et Shin, lui, agit tel que certains, peut-être trop nombreux, se dépeignent Goku. Il est super mature, il est intelligent, il réagit bien, il prend toutes les menaces en compte, il suit une personne comme Pansy si elle a fait preuve de sa bonne volonté, de son bon cœur, il va suivre Glorio sous la contrainte mais sera extrêmement méfiant.
poursuit ses enquêtes, ça colle parfaitement avec cet être créateur parfois et observateur dans l'univers 7 qu'est notre bon vieux Kaioshin, Neptune pour la version française d'époque. Goku nous pondra de nouvelles blagues sur Glorio, le gorille, etc. On retrouvera, tel un bon vieux JRPG, des points de repère, des panneaux pour se diriger vers le château, évidemment un raccourci. Glorio n'appréciera pas le prendre d'ailleurs. Est-il méfiant par rapport à Pansy dont il ne connaît pas l'identité? C'est bizarre qu'il ne sache pas à quoi ressemble la fille du roi, et surtout il avait l'air de vouloir prendre le chemin le plus long. On se rendra compte durant cet épisode, aussi bien de par les propos de Pansy que plus tard visuellement, que la famille royale, tout aussi souveraine qu'elle puisse être dans ce troisième monde, est également asservie par Goma et ses forces. Ça se voit à 2-3 éléments principaux. Tout d'abord Pansy qui se plaindra des années de vie qui seront données lorsque l'on ne paye pas le tribut. Mais ça peut être sujet à interprétation. Il y a quelque chose qui ne l'est pas, c'est les colliers rouges, les fameux colliers magiques qui permettent à la milice même de Goma de réprimander les peuples à leur bonne volonté. Le roi lui-même, le père de Pansy, le roi Kadan du troisième monde, porte ce collier. On est vraiment loin de la notion de roi que l'on pouvait entendre. Certes, il a un palais, il a des serviteurs, etc. Mais lui-même est le serviteur d'un autre, au sens littéral du terme. Le doute plane sur Pansy, elle a sa fameuse écharpe. On a quelques plans dans lesquels on a l'impression d'arriver à voir un petit peu outre cette dernière. Je n'ai pas vu de collier rouge. Peut-être, cela dit, est-il caché en dessous? Est-ce que le roi Kadan a caché l'existence de sa fille? Il n'a pas l'air. Est-ce qu'il a réussi à l'épargner? Est-ce qu'il y a une sorte de loi et le collier est apposé à partir d'un certain âge? Pansy serait entre guillemets trop jeune. L'exploration va bon train, des intégrations 3D sont faites de ci de là. Elles sont pour la plupart quasi invisibles, si ce n'est un petit mouvement de caméra nous présentant le château du roi Kadan, mais à part ça, franchement, c'est tellement bien intégré. Si on n'a pas l'habitude et tout, ça se voit pas. Ça permet d'apporter un petit peu plus de perspective, etc. Et là, on est en train de tendre vers une utilisation de la 3D que j'apprécie beaucoup. On a des artistes 2D et 3D qui travaillent de concert, on n'a pas l'un qui remplace l'autre, et puis le résultat final est juste sublime. On aura un petit passage sur Dende, j'ai vraiment beaucoup aimé. Aussi simple soit-il, avec une forme de nourrice qui lui lie une histoire. Le petit Dende là qui est en train de la regarder, etc. Il vit sa meilleure vie. Un livre de comptines pour bébé démon. Devant s'y trouve encore une fois une forme de trinité qui me rappelle également le masque de Majora dans Zelda. Goma fera part de ses plans qui vont bien au-delà de ce que l'on aurait pu croire. Ce Namek est important à ses yeux et pourra fabriquer des Dragon Ball pour le royaume des démons plus tard. Goma prévoit-il de tuer Neba? Prévoit-il de l'arnaquer sur les fameux 1000 années qu'il compte lui donner? Ça tombe bien, j'ai tourné une vidéo il y a de cela quelques jours, elle débarquera sur la chaîne prochainement, qui vise en plein dans le 1000. Alors pas forcément vis-à-vis de Goma, mais vis-à-vis du sort qui pourrait être réservé à Neba et des impacts que cela aurait sur la série. C'est bien beau ce plan de la part de Goma, mais comment compte-t-il le mettre à exécution? Car l'on sait que suite à son vœu, les personnages sont figés dans leurs âges physiques. En tout cas, il faudrait faire évoluer un minimum Dende pour qu'il puisse obéir à Goma et créer ses Dragon Ball. Dans cet état, hormis si Dende arrive à retrouver une forme d'esprit valide, ça ne pourrait pas fonctionner. Goma est-il conscient de cela? Est-ce une erreur de sa part? A-t-il un plan pour faire évoluer Dende en âge? Voire même un plan caché que nous ne connaissons pas encore qui irait au-delà de ce à quoi l'on peut penser vis-à-vis des Namek. En tout cas, son objectif est clair, des nouvelles Dragon Ball auxquelles il aurait forcément beaucoup plus facilement accès. A-t-il pris en compte le fait que Dende ne pourrait permettre que des vœux basés sur la magie blanche? Il a l'air confiant et pendant ce temps, Goku accède au château à la fois de Pansy et de son père Kadan. Petit à petit, la supercherie est levée concernant Glorio. On se rend compte qu'il ne travaille pas exactement dans les termes qu'il a précisés. Que ce n'est d'ailleurs pas le roi qui est venu le débusquer, mais c'est Glorio qui est allé faire une proposition au roi. Ramener Goku ici n'est donc pas si anodin que ça. Il se trame évidemment quelque chose vis-à-vis de Glorio. Ça ne veut pas forcément dire qu'il est méchant, mais en tout cas, il a son propre agenda et est obligé de remanier la vérité afin d'attirer Shin et Son Goku dans cette affaire. Le roi rencontré, on se rend compte qu'il fait du golf avec des sortes de crânes rappelant le nom de la monnaie, les fameux Dokuro. Donc les crânes / tête de mort / crâne squelettique. Je me pose des questions sur la sorte de garde principale adossée au roi Kadan, cette sorte de femme, a priori pas mal musclée, bien balèze, qui menait justement les entraînements des meilleurs guerriers de ce monde. Pansy porte sur son espèce de combinaison le logo de ce royaume, de ce palais en tout cas. On le voit sur les différents pylônes qui sont à l'intérieur du palais. Les moyens de ce roi sont modestes, bien plus élevés que le bas peuple, mais tout de même
outre le fait qu'il soit lui-même sous l'emprise d'un collier magique, il est dans une forme d'aisance. On se rend compte que son château n'a pas les plus beaux des ornements, on se rend compte qu'il ne dispose pas des plus gros moyens, notamment technologiques, bien que Pansy se démarquera en tant que mécanique. Elle est douée pour cela et je me languis de voir ses interactions avec Bulma. L'une pourrait véritablement apprendre de l'autre, ça serait super intéressant. Et puis si les équipes se séparent, on aurait deux êtres capables de réparer n'importe quelle forme de vaisseau en un temps éclair. Pansy sera promise à Son Goku et lui rétorquera qu'il est déjà marié, qu'il a des enfants, levant le voile sur le fait qu'ils ont été rajeunis par Goma, démasquant encore plus Glorio car le roi était censé savoir qu'ils avaient été rajeunis mais ce n'est pas le cas. La puissance des Tamagami pour récupérer les Dragon Ball qui sont un obstacle donc à vaincre. Ils ne sont qu'au nombre de 3, tel que le dit Son Goku, mais tout le monde fait l'éloge de leur puissance, de leur capacité au combat, et on aura un premier indice, une comparaison faite par le roi Kadan entre les Tamagami et Majin Buu, disant, je cite, que Son Goku aurait une petite chance, s'il a vraiment été capable de vaincre Majin Buu, et bien de battre à nouveau d'autres adversaires, en particulier les Tamagami. Les Tamagami ont-ils une puissance relativement proche de Majin Buu? Majin Buu pur, le petit aurait une puissance légèrement supérieure au Tamagami, expliquant donc pourquoi le docteur Arinsu s'est rendu durant l'arc Buu, il y a peu de temps, dans le monde extérieur et a observé le tout. C'est une clé pour vaincre les Tamagami d'atteindre ce type de force-là et donc d'accéder au Dragon Ball que personne n'a jamais pu réunir en ce monde. Le puzzle commence à prendre un petit peu forme et pourrait nous donner une indication concernant les aspirations du docteur Arinsu. Goku va s'adonner à une démonstration, je ne sais pas vraiment pourquoi il a refusé à ce que ses guerriers ne prennent pas les fusils. Est-ce à cause de l'atmosphère lourde? En tout cas, lui déposera son arme, mais acceptera que ses adversaires gardent les leurs, aussi tranchantes et mortelles soient-elles. J'ai bien aimé sa manière de déposer le bâton magique Nyoebo à Shin. Le combat se lance, c'est sublime, il y a des phases, des références, pas que dans le combat, du début à la fin, à diverses époques de Dragon Ball, depuis le plus jeune âge de Son Goku jusqu'à l'âge adulte, il y a vraiment de tout. Même un Goku enfant est terriblement badass dans ses meilleurs moments. Goku se fera tout de même attraper, acculé par cet amoncellement de démons qui le tiennent par chacun des membres, et pour s'en extirper, activera le Super Saiyan. Je considère qu'il y a un écho direct, alors volontaire ou non, on ne peut pas savoir, mais à l'histoire de Yamoshi, on en a discuté il y a peu sur la chaîne à nouveau, une thématique que l'on apprécie beaucoup détaillée au fil des années, désormais sur la chaîne, il est le Super Saiyan de la légende. Saiyan au cœur pur, attaqué visiblement par des Saiyans qui étaient beaucoup moins bons. De là à dire maléfiques, peut-être pas, mais en tout cas des Saiyans tels qu'on les connaît avec Raditz et compagnie. Des êtres que l'on n'aimerait pas croiser au détour d'une ruelle sombre, ni même éclairée. Yamoshi a activé le Super Saiyan, mais ses adversaires étaient en trop grand nombre, il a fini par s'épuiser et a été vaincu, puis tué. Après cela, son âme a erré en quête du Super Saiyan God, le fameux sauveur. Là, l'histoire est évidemment différente, mais sur la base, un Saiyan au cœur pur qui se fait attaquer non pas par des Saiyans mais par des êtres démoniaques, il se fait encercler, attraper de toutes parts, ne peut plus résister, passe au Super Saiyan. Évidemment, il n'y a pas eu de forme d'épuisement de la part de Son Goku, et au contraire, il a même très bien géré ses pouvoirs, avec une forme d'utilisation du Super Saiyan comme internalisée. Ça s'est manifesté par une forme d'aura de liseré lumineux autour de lui que l'on a rarement vu dans Dragon Ball, mais tout de même, le fait le plus récent à ce sujet serait probablement Vegeta en 2018 dans le film Dragon Ball Super Broly, mais de manière inversée. Pour Vegeta, c'était avant de se transformer en Super Saiyan. Il utilisait cette forme de pouvoir qui commençait à s'émaner de lui. Pour Goku, c'est inversé. On a vu une impulsion du Super Saiyan qui a été ensuite réduite. Ça nous montre que Goku évolue graduellement, peut-être qu'il n'aurait pas pu maintenir le Super Saiyan trop longtemps d'ailleurs. Il a dit qu'il a besoin de s'entraîner, donc étape par étape. Le moment de transformation est juste génial visuellement. Évidemment, au niveau de la voix, ce côté un petit peu rock, etc. de Masako Nozawa rappelle Goku SJ1 sur Namek, mais est-ce que c'est pertinent de le faire ainsi sur un enfant? Probablement qu'elle n'avait pas d'autre choix et de solution. Bon, c'est pas forcément le mieux sur un petit qui se transforme en Super Saiyan, mais les airs de visage de Son Goku, la qualité visuelle, tout était sublime. Le fait que ça se règle en un claquement de doigts également, parce que en théorie en tout cas, c'est censé être un multiplicateur par 50, alors même si la base de Goku est rabougrie, si on multiplie ce qu'il a par 50, c'est censé largement outrepasser ses démons. Cette forme d'internalisation du pouvoir de Super Saiyan est intéressante vis-à-vis de potentielles évolutions, power-up ou autres, vis-à-vis de la forme Ikari de Broly. Je trouve que c'est aussi similaire, le fait de rester sous sa forme classique humanoïde, sans changer de couleur de cheveux ni rien, et d'avoir tout de même le pouvoir d'avoir une certaine émanation visuelle. Broly surtout par les cheveux, les yeux et un petit gonflement des muscles, mais pas plus. Goku avec ce Super Saiyan pulsion, impulsé, je verrais bien un nom de cette sorte-là, n'a qu'une très légère aura dorée qui s'émane de lui.
ça suffit largement. Il y aura des références à ses précédents combats, notamment en tournoi des arts martiaux. Tout est là pour régaler le fan de Dragon Ball et faire évoluer une histoire qui se tient largement sur ses deux pattes. Arrivé en fin d'épisode, Shin discutera avec le roi Kadan de ses amis qui doivent venir et passer par le poisson Wap. Encore une fois, Shin est le Son Goku que tout le monde se représente à tort. Il pense à tout dans les moindres détails et nous sera introduit le personnage de Ibis. Rien à voir avec l'hôtel, mais avec Hibiscus. On est encore une fois dans la thématique des plantes et de la flore avec ses Majin. D'ailleurs, il dit qu'un Majin qui va dans un sanctuaire, c'est un petit peu étrange. Il va sortir une sorte de Dragon Radar pour visualiser à la fois le royaume des démons, le monde extérieur d'une manière assez classe avec cette sorte de 3D là, et visualisera le palais de Dende directement en 2-3 secondes. Un gang nous sera signalé par le roi Kadan dans une scène d'humour lorsqu'il devra fournir un vaisseau à Ibis. Il a tellement peu de moyens, ce roi, qu'il va charger ses sbires d'aller voler un vaisseau à un certain gang. Je pense que ce gang nous sera introduit. Me fait également penser dans cette quête au gang que l'on a découvert dans Sandland. Il y a beaucoup d'éléments qui sont réminiscents l'un de l'autre entre ces deux histoires, qui ont pour ressemblance première de mettre en scène des démons. Après avoir cumulé de nombreux éléments qui connectent la série Daima au canon de l'œuvre, à sa chronologie pure, à savoir Dragon Ball, de Dragon Ball à son origine, jusqu'à Dragon Ball Super en version manga, arc granola, c'est quand même assez spécifique. Dragon Ball Daima a réussi à reconnecter avec tout cela jusqu'à présent. Dragon Ball Daima a fait un drôle de virage durant cet épisode, avec Kaioshin mentionnant le 7e univers dans lequel est la planète Terre et duquel ils sont originaires avec Son Goku auprès de Ibis. Jusque là, pas de soucis, sauf que on voit que Son Goku est inclus, en tout cas tout proche de cette conversation, et n'a pas l'air d'avoir l'esprit détourné par autre chose. Son Goku ne réagira pas et apportera d'autres précisions auprès de Ibis concernant le palais de Dende comme si de rien n'était, comme s'il était déjà au courant pour le multivers, chose qui n'est pas possible vu que l'on se trouve juste après l'arc Majin Buu, ou bien qu'il n'a pas fait cas vis-à-vis de ce que Kaioshin venait de dire, un peu comme si le cerveau de Son Goku était similaire à celui de Homer Simpson, avec un petit singe qui fait de la musique à l'intérieur. Ce n'est pas un élément suffisamment saillant pour remettre en cause toute forme d'introduction dans la chronologie de Daima, mais vous pouvez évidemment compter sur moi pour être vigilant vis-à-vis de ces aspects-là notamment. Pansy semble pleine de ressources, au-delà même d'être une bonne mécanicienne. Glorio avouera qu'il ne l'est pas. Pansy, on dirait qu'elle rentre au pays pour les vacances en plein été, elle a chargé le vaisseau mais comme jamais, elle a tout mis, le fer à repasser, la théière, le ballon, les raquettes pour la plage, le frigo attaché sur le toit, elle a tout mis. On se rend compte que la team de Goku commence à sympathiser avec des démons. Kadan et ses sbires ne sont pas les personnages du siècle, mais on a une certaine affection pour ces derniers. On se rend compte qu'ils sont aussi soumis, que Kadan étant décrit comme un mafieux, alors il l'est probablement, il est mêlé à ces affaires-là, il va attaquer des gangs et tout, mais il a une éthique, il a une morale, il est quelqu'un de droit. Le vaisseau se crache direct. On verra au prochain épisode si ce vaisseau s'est purement craché, si Son Goku et Ushin ont pu sortir du vaisseau in extremis et le rattraper au gré de leurs déplacements ultra rapides et de leur force physique. En tout cas, si ce vaisseau s'est écrasé et qu'il n'est pas trop amoché, on a Pansy qui est mécanicienne qui devrait être en mesure de le réparer. C'est une phase d'humour que peu ont apprécié d'après ce que j'ai vu. Personnellement, elle a fonctionné. Je préfère 100 fois un running gag sur le vaisseau qui ne marche pas, ça me rappelle d'ailleurs tellement de films, les fameux road movies, etc., plutôt que Goku qui fait une remarque sur le fait qu'il pourrait péter tellement ça sent mauvais et qui quelques secondes après pète pour de bon et se met à rougir bizarrement. Cette blague-là pour moi n'avait pas grand-chose à faire, mais là le problème de vaisseau, alors qu'il y en a déjà eu un qui a été volé précédemment, peut déjà se régler vite fait si le vaisseau a été rattrapé au vol, si Pansy le répare, et même si ce n'est pas le cas et que ça doit rallonger l'aventure, alors évidemment ça nous permettra de nous poser des questions sur la longévité de la série à nouveau, mais c'est totalement de l'humour Toriyamaesque. C'est typiquement le genre de gag qu'il faisait, notamment sur des clôtures de chapitres au cœur de mangas parodiques. Pour la semaine prochaine, on nous promet une rencontre entre Son Goku et Glorio. Glorio sera-t-il pleinement démasqué? Au contraire, ce combat-là va-t-il permettre de souder les deux êtres, d'avoir un Glorio qui va se livrer un petit peu plus? On sait qu'une castagne entre bonhommes, c'est pas du tout recommandable, c'est pas souhaitable, mais parfois ça crée des liens. La thématique de la fusion n'aura pas été abordée du tout, du début à la fin de cet épisode. Et pour conclure, j'apprécie beaucoup ce début de relation, évidemment amicale, ces liens qui se nouent entre Goku et Pansy. Les
Les deux ont ce petit côté espiègle, libérateur de pensée, un état d'esprit qui donne envie de se délivrer de ses entraves, même dans le monde réel. Ça fait du bien, ce type de personnage-là, de voir leur entente, de voir Goku sympathiser avec Pansy un petit peu comme si c'était Pan dans Dragon Ball Super, quasiment du premier regard, même si avec Pansy il en a fallu plus, mais là ils commencent à se comprendre quasi instantanément. Les deux semblent être faits du même bois, alors qu'ils ne sont pas du tout de la même origine, et j'aime beaucoup. Le reste de la Z-Team ne devrait plus tarder à rejoindre ce royaume, c'est un fait qui a été établi par cet épisode. Ibis part à la rescousse. Le mot de passe que je vous invite à me laisser en commentaire, Dende en congé, ça se voit à sa tête, il veut même plus rentrer là, lui parlez plus de Mister Popo, de palais, de veiller sur les mortels, qu'est-ce qu'il en a à foutre maintenant? Il est bien au chaud dans son lit douillet, on lui lit des histoires, il est abreuvé, logé, il a tout ce qu'il faut, on va pas lui casser la tête avec Majin Buu, Beerus ou je sais pas quoi, là c'est bon, il veut rester tranquille. La vidéo n'attend plus que vos pouces en l'air si elle vous a plu, vos commentaires pour me fournir vos analyses, votre abonnement et la cloche des notifications pour ne pas rater les prochains contenus, merci vraiment pour tout. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.